c'est un véritable chantage que certains cadres politiques aujourd'hui exercent sur le parti politique, sur le PDCI-RDA. C'est un peu le quiproquo. Si je n'obtiens pas donc un poste politique, alors j'active donc mon réseau à l'intérieur du PDCI-RDA pour un peu, nyangami un peu. Ou bien je donne les informations donc à la presse d'en face du RHTP pour alerter l'opinion. Voilà. Ou bien même, je crée un peu donc la confusion. Ou parfois même, oui, oui, j'utilise, oui, oui, je suis une sorte, le PDCI est un parti des Baoulés, donc c'est les Baoulés qui ne veulent pas que je sois ceci, soit cela. C'est de l'enfantillage. C'est devenu des gros gamins. Ils sont incapables de compétir d'eux-mêmes. Ils sont incapables réellement d'appliquer le principe élémentaire de la démocratie, qui est donc le rapport de force et le jeu du nombre. Et quand on est en minorité, oui, oui, je suis en minorité parce que je ne suis pas baoulé. Oui, voilà un peu ce qui se passe. Et c'est quand même, it's unbelievable. Surtout même des gens qui ont été, je prends le cas même de Gigawi qui a été secrétaire exécutif du PDCI-RDA pendant 10 ans. Il n'a pas réussi à être président. Oui, si je n'ai pas été président, c'est parce que les Baoulés ne voulaient pas que je sois président. Are you kidding me? Tu es le numéro 2 de cette formation politique pendant 10 ans. Tu as occupé tous les postes donc de responsabilité. À un moment donné, tu cumulais pratiquement tous les postes. En ce moment-là, tu ne savais pas que tu t'es bêté, hein? Mais c'est quand même extraordinaire, vous comprenez, hein? Et c'est énervant. C'est donc une prise otage donc du parti. L'égoïsme aujourd'hui politique, pourquoi l'égoïsme politique? Je vais expliquer. Parce que donc l'intérêt personnel passe avant tout, avant donc l'idéal du parti, avant donc la discipline collective et même la base militante. Ces cadres raisonnent donc ainsi. Que gagne? Dis donc, que gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Et après maintenant, donc le parti, oui, il pense d'abord à lui, ce qui gagne, les intérêts, ses intérêts d'abord. Vous comprenez? Avant de penser au parti. Comment on peut comprendre que dans une situation donc de crise, en guillemets, hein, imposée par le parti au pouvoir, où les finances du parti sont pratiquement vides, c'est le président Thiam et puis quelques cadres du PDCI qui financent le parti depuis pratiquement 3 ans, depuis qu'il a été élu, alors que la Constitution est claire. Chaque année, la Côte d'Ivoire doit verser 1 millième donc, de son budget au parti politique représentatif. Et depuis l'avènement donc de M. Thiam, M. Ouattara bloque cet argent en violation donc des tests élémentaires même de la Constitution ivoirienne. Mais c'est là que doit se trouver donc le débat. Ah oui, non, ces cadres ne préfèrent ne même pas du tout engager ce débat parce qu'en le faisant, c'est comme s'ils affrontaient M. Ouattara. Alors, vous êtes dans l'opposition, pourquoi? Si vous êtes incapable donc d'affronter votre adversaire, donc d'en face. Ce qui parfois me met même réellement mal à l'aise, c'est que ces cadres-là sont très articulés, hein, très intelligents quand il s'agit donc de critiquer le PDCI à l'intérieur, alors qu'ils sont au PDC. Mais quand il s'agit de critiquer le pouvoir d'en face, ah oui, on le voit pratiquement pas. Vous comprenez? Oui. Ils sont égoïstes parce que donc le parti ne se construit pas avec donc des carrières donc individuelles, mais avec donc une vision collective. C'est ça. Alors, j'ai parlé de l'insouciance aussi politique et pourquoi, cher ami? Parce que certains sous-estiment ici hein, la gravité du moment, la violence institutionnelle et, cher ami, donc les conséquences donc, de leur choix. Ça devient un peu de l'insouciance. Ils pensent, ce n'est que donc une phase, vous comprenez? On s'arrange plus tard, vous comprenez? Laisse-moi faire ceci, mais on s'arrange plus tard. Alors que ceux qui n'ont pas compris, c'est que M. Ouattara est parfois plus intelligent qu'eux. Quand ils disent qu'on j'accepte ça aujourd'hui et on va régler ça plus tard, le plus tard, là, M. Ouattara a déjà trouvé la solution. Vous comprenez? Il a déjà trouvé la solution. Donc quand vous arrangez maintenant, là, lui, il a déjà trouvé la solution donc de sortir votre plus tard, là. Vous avez vu le RHTP avec Henri Conabédier.
Henri Konan Bédié est sorti donc du RHP. Mais le plus tard de Ouattara était déjà là parce qu'il avait déjà anticipé tout. Vous comprenez? Or, cher ami, donc en politique, donc l'absence donc de résistance aujourd'hui devient donc la soumission donc de demain. Je répète, en politique, aujourd'hui, hein, l'absence de résistance aujourd'hui devient, cher ami, donc la soumission donc de demain. Si vous ne résistez pas aujourd'hui, vous avez un adversaire comme M. Ouattara, mais ça devient la soumission. Vous ne gagnez pas forcément donc demain. Parce que demain encore, il a déjà, lui, pensé à demain, au moment où vous êtes en train de penser à aujourd'hui. C'est ce qui fait que très souvent, les gens sont réellement surpris. Alors, je parlais aussi donc de l'inconséquence politique. Pourquoi? C'est très simple. Parce que, donc, si vous voulez, ces cadres disaient une chose hier et aujourd'hui, une chose aujourd'hui et le contraire aujourd'hui, sans assumer, donc, si vous voulez, donc, leur revirement. Ils n'ont pas du tout honte. Ils étaient donc des pro-rupture hier, aujourd'hui pro-compromis aujourd'hui, et neutre demain, selon donc le vent. Nous pouvons le comprendre. L'inconséquence donc détruit la crédibilité, la confiance et l'autorité donc publique. Alors, cher ami, donc la leçon finale ici, donc un parti politique ne meurt pas toujours hein, sous donc, les corps donc, des adversaires, mais il meurt souvent donc de l'intérieur par donc le chantage, l'égoïsme, l'insouciance et l'inconséquence de ses propres cadres. Voilà un peu. Et comme le disait donc le président Houphouët-Boigny dans cette situation, la politique est donc la saine appréciation de la réalité du moment, bonne ou mauvaise. Et parfois, les gens apprécient hein, très mal réellement donc les réalités du moment. Ici, la réalité actuelle exige un militantisme donc de conviction, pas donc des calculs donc de survie en tant que tel. C'est clair. Alors, revenez encore donc sur vos sujets. On parlait donc de petit monde de la politique ivoirienne où de temps en temps on peut chercher donc à comprendre ce qui se passe. Je le disais en début de mission, donc la rupture entre le PDCI et donc les cas du RHDP hein, n'a pas effacé donc les vieilles habitudes. Pendant donc des années, hein, des cadres donc du PDCI et ceux donc du RDR devenus RHDP ont vécu donc dans le même, j'allais dire, écosystème politique. Voilà. Ils ont donc travaillé ensemble, gouverné ensemble, parfois négocié ensemble. D'ailleurs, ils ont aidé M. Ouattara à devenir président. Résultat, cher ami, certains ont conservé donc leur réseau à juste titre même, leurs connexions, leurs canaux donc parallèles. Oui. Et quand donc le vent tourne, ces réseaux sont donc réactivés. Vous comprenez? C'est-à-dire que des gens qui ont travaillé ensemble et tout, parce qu'il y a une rupture, mais parfois la rupture ne peut pas être totale entre des amis. L'autre est RHCP, l'autre est PDCI, RDA. Ils peuvent se voir, ils peuvent causer, ils peuvent discuter, mais chacun a son opinion. Comme j'ai certainement, j'ai au moins deux amis du RDA avec qui nous discutons. Nous sommes des très bons amis, mais quand il s'agit de politique, nous n'entendons pas du tout. Hein. Voilà, quand nous engageons donc le débat hors antenne, croyez-moi, hein, c'est des embolés de bois vert. Mais après, donc le débat, bah, on s'appelle et puis on rit et puis on continue. Oui, ça se passe. Alors, je- parlons un peu donc de leur attitude un peu sous Bédier. On va parler un peu donc de silence. Sous Bédier, sur le président Bédier, donc c'était un peu le silence, l'attentisme et aussi soutien un tout petit peu, disons, avant le braquage électoral. Vous comprenez? Sur le président Bédier, c'était très clair. Donc, ces cadres étaient prudents, silencieux. Parfois même, il y a certains cadres qui sont au RHCP avec l'accord du président Bédier. Oui, avec l'accord donc du président Bédier. Le président Bédier, puisque il y a beaucoup qui étaient qui avaient donc des ardoises. Et certains sont allés voir Bédier pour lui dire, tiens, voilà la situation étant, hein, ben, si je quitte le RHDP aujourd'hui, voilà mes ardoises vont sortir. Donc du coup, moi je vais perdre, le PDC il va perdre. Donc le président Bédier leur dit, bon, dans ces conditions, il faut rester là-bas. Le jour qu'on prendra le pouvoir, peut-être que tu reviendras. Donc il y a certains qui sont là-bas avec l'accord, étaient là-bas avec l'accord de Bédier. Donc ils étaient prudents et silencieux, parfois même
très effacés. Ils étaient assis, ils mangeaient, et voilà. Ils mangeaient et pour éviter donc d'aller en prison. Vous vous souvenez donc la fameuse phrase du président Bédier, donc le rassemblement des hauts détourneurs des deniers publics de l'État? C'était un peu ça, c'était à ça qu'il faisait allusion. Parce qu'ils sont tous venus pratiquement vers le président Bédier pour lui dire, tiens, si nous quittons donc le RDR, si nous quittons le RHCP, ces dossiers vont sortir. Voilà. Donc sous Bédier, et avant donc la présidentielle, ils avaient donc la même attitude. Voilà, c'est clair. Attendons. Oui, mais, et sous Thiam aussi, c'est ce qu'ils disent. Bon, attendons. La victoire arrive. Donc, du coup, ils n'osaient pas réellement donc, se découvrir ou bien se prononcer. Mais après donc, le braquage politique, et surtout en absence donc, d'une résistance ferme, les lignes ont commencé donc à bouger. Comprenons. Les lignes ont commencé réellement donc à bouger. Yeah. Nous n'allons pas rester dans l'opposition pendant au moins 30 ans. Maintenant que le RDR a pris le pouvoir pendant 5 ans, est-ce que je vais rester dans cette situation? Mes affaires vont prendre un coup. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont aujourd'hui coincés parce qu'ils ont été très affichés directement à Thiam. Ils sont aujourd'hui coincés. Thiam n'étant pas sur place, ils font comment? Du coup, les lignes commencent à bouger. Les gens, ils sont humains. Vous comprenez? On peut les comprendre, vous comprenez, hein? Mais quand la victoire n'est plus garantie, certains donc découvrent soudain le réalisme politique. Il y a une réalité donc en face. On fait comment? Nous sommes coincés là. Thiam est en difficulté, il n'est pas sur place. Aujourd'hui, mes affaires prennent un coup. Si je ne prends pas position, si je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je serai écrasé par le RDR devenu RHTP. Voilà. Et ça devient un peu compliqué. C'est là maintenant l'effet de Patrick Hachi commence à prendre place. Donc, on va parler donc de l'effet donc, de Patrick Hachi et les négociations donc, de coulisses. Pourquoi Patrick Hachi a été donc balancé le numéro 3 de la République après M. Ouattara, le vice-président? C'est bien donc lui. Pourquoi il a été euh, euh, placé en tant que président donc, de l'Assemblée nationale? Et vous allez certainement comprendre le pourquoi. Comme je vous ai dit, quand vous pensez à A, M. Ouattara, lui, il a déjà anticipé à B, C et puis D. Et très souvent, puisque M. Ouattara colle beaucoup d'ardoises à l'opposition, ils n'ont pas le temps même de régler la situation d'aujourd'hui en pensant, avant de penser même la situation donc du demain. Donc là, l'avènement donc de Patrick Hachi est très simple. Donc, c'est-à-dire, donc avec l'absence prolongée de M. Tidiane Thiam donc sur le terrain, vous comprenez, le terrain n'est pas donc sans conséquence. Son absence, c'est clair, il faut reconnaître, même si nous ne voulons pas qu'il rentre aujourd'hui, hein, mais son absence a des conséquences sur le terrain. Il faut le dire. Ajouter donc à cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'élection de Patrick Hachi, ancien cadre influent donc du PDCI-ADA, devenu RHCP, hein, par nécessité donc politique à l'Assemblée nationale, les choses changent. Le signe est clair pour certains. Négociation donc secrète, discrète, appel donc du pied, idée donc de deal avec le RDA devenu RHCP. Hier, c'était, comme je l'ai dit, c'était donc des pro-Thiam affichés. Aujourd'hui, ils sont fragilisés. Certains donc agitent déjà le drapeau blanc, loin des regards, sans l'humiliation donc politique. Parce qu'en réalité, c'est aussi la réelle politique. J'ai apporté tout mon soutien à Thiam. Mes affaires aujourd'hui prennent un coup. Thiam n'est pas sur place. Je fais comment? Je dois vivre, je dois survivre. Donc la réelle politique commence à faire place. Mais face à sa réelle politique, là, parce que ça, c'est votre situation, vous. Mais les militants ne voient pas la chose comme vous. Hein. Le militant qui est là, qui se bat, là, lui, il se bat le plus souvent hein, pour l'idéal. L'idéal que vous avez vendu. L'idéal que le président Oufouette a vendu. Donc ceux-là, ils ne pensent pas comme vous. Vous, vous êtes menacé peut-être financièrement ou politiquement, mais le militant, lui, dans notre petit coin, le plus souvent, il n'est pas menacé. Donc le militant ne pense pas comme vous. Et malheureusement, nous sommes en politique. Ce sont les militants qui font donc le parti politique. Donc voilà pourquoi ils commencent à voir donc diamétralement donc les militants, la pensée donc des militants et puis la pensée donc de certains cadres commence à être diamétralement opposée. Vous comprenez? Chacun a ses réalités.
Mais est-ce qu'on peut supporter 2 ou 3, 4 cadres, 5 cadres parce qu'ils sont en difficulté au détriment donc, de millions donc, de militants et sympathisants? This is the question. So this one is going to be a debate. Yeah. Alors, l'objectif ici, donc, reprendre pour ces cadres du PDCI RDA, l'objectif, donc, reprendre donc, leur activité. Mais comment reprendre leur activité? Ils veulent donc sauver donc, leur position, survivre politiquement. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de vouloir survivre politiquement, ou bien de sauver lui-même son entreprise, ou bien de sauver lui-même sa vie. Mais on ne peut pas aussi en vouloir aussi aux militants donc, de défendre l'idéal. Ils ont milité pour le parti, pour l'idéal. Vous ont mis à la tête du pays, de leur parti politique pour défendre leur idéal. Vous comprenez? Ou bien les idéaux donc, du parti. Dès lors, vous êtes en difficulté. Vous comprenez? Et vous voulez que les militants payent pour les difficultés, tout en sachant que réellement, vous avez des difficultés parce que vous avez défendu le parti. Nous comprenons. Vous comprenez? Mais pour le militant, le plus souvent, ce n'est pas cela. Vous comprenez? Nous vous avons mis là pour défendre. Si vous êtes en difficulté, vous ne pouvez pas, ben, vous vous rabaissez, soit, voilà, vous dites que je ne peux plus, et puis automatiquement, on balance donc Éléonore. Éléonore, oui, elle, c'est Superwoman, voilà. C'est la femme qui valait 3 milliards. Comme vous ne pouvez plus, on dit à Éléonore, voilà, Jacques Rouget ne peut plus, donc Éléonore, viens certainement nous aider. La femme qui valait 3 milliards. Voilà, c'est ce qu'on fait. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, Jacques Rouget ne peut pas, et il ne veut pas qu'aussi Éléonore vienne aider. Quand vous demandez à Jacques Roger donc de partir, il se fâche, il se braque et automatiquement il menace, ou bien il s'en va au RHCP, ou bien il va vendre les dossiers du PDCI au RHCP, ou bien il active son réseau au sein du PDCI-RDA pour tenter donc de détruire le PDCI-RDA. Voilà la difficulté. Parce que nous sommes en face avec des cadres qui, très souvent, pensent à eux au lieu de penser donc aux partis politiques. Sinon, quand vous êtes dans une situation où le parti vous a mis là, que vous ne pouvez plus avancer, mais vous acceptez de reculer et puis laisser la femme qui valait, Éléonore, prendre la place pour continuer. Si Éléonore échoue, alors celle qui ne peut pas échouer, c'est donc Eugénie Baudon. Elle est donc la femme qui, elle vaut au moins 10 milliards. Vous comprenez? Eugénie vaut 3 milliards. Éléonore vaut donc 3 milliards. Eugénie vaut 10 milliards. Donc maintenant, si Éléonore échoue, on amène Eugénie. C'est comme ça que les partis politiques fonctionnent. Mais nous avons des individus qui, eux, une fois que vous leur donnez des positions, ça devient des positions à vie. Vous ne devez pas être touché. Une fois que vous êtes touché, c'est la rancune, c'est la rancœur, c'est la revanche. Ils vont de l'autre côté. Et puisqu'ils ont des attaches avec le RDR devenir RHCP, vous les voyez directement au RDR devenir RHCP en même temps pour faire mal aux partis politiques. Voilà le problème que nous avons parce que les gens refusent de jouer leur rôle. Même quand ils sont incompétents, ladies and gentlemen, que vous les demandez donc de quitter, automatiquement, ça devient l'ennemi. Regardez le cas de Valérie Yapo, dans sa région, où avec l'avènement de Thiam, on dit, bon voilà, tu ne pouvais pas faire chose, on met quelqu'un d'autre à ta place. Du coup, c'est devenu la haine. Cette haine a poussé Valérie Yapo à aller donc s'associer avec les médias du RDR devenir RHTP pour tenter donc de détruire Tidiane Thiam. Ce sont donc ces actions qui ont créé les conditions pour l'éliminer. Tidiane Thiam, could you believe it? Comment la haine stupide peut amener donc des individus à faire tomber ou bien à mettre en retard l'idéal de millions donc de personnes. Vous comprenez? Pour un seul individu. Elle a créé des conditions pour faire sa alliance avec le RDR devenir RHTP pour faire tomber Tidiane Thiam pour ne pas qu'il puisse compétir. Rien que pour elle, parce qu'à un moment donné, on a dit que tu ne pouvais pas en donner la place à quelqu'un d'autre. Vous imaginez réellement la mentalité. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que Ouattara avait fait 3e, 4e, 5e mandat, alors que nous-mêmes, à l'intérieur des partis politiques, on fait déjà 3, 4, 5, 6, 7, 10e mandat. J'ai vu une information qui disait que monsieur, le PPACI ne veut pas que Laurent Gbagbo parte, qui n'a qu'à rester là, à 84, qui ont dit qu'il n'a qu'à rester à la tête du parti. Oui, c'est ça. Ça dit que nous-mêmes, nous sommes foncièrement égoïstes et foncièrement pro 3e, 4e, 5e, 10e mandat à l'intérieur de notre parti politique, mais quand on échoue. Donc vous pensez qu'un seul instant, quelqu'un qui est habitué à ça, s'il arrive à la tête du pays, va vouloir laisser le pays? Mais non, parce qu'il n'y a pas de la démocratie à l'intérieur, les gentlemen, des partis politiques.
C'est une irréalité. Et celui qui est incapable lui-même d'appliquer l'alternance dans son parti politique, il veut que celui qui est à la tête du pays applique l'alternance. Alors que lui-même, il sait que s'il arrive au pouvoir, il ne va pas le faire. Donc voilà les difficultés dans lesquelles nous sommes, chers amis. Alors, parlons donc réellement donc, du troisième segment concernant donc, ce sujet. Hein. Donc, Tidiam Thiam face aux manœuvres internes. Hier j'en avais parlé. Problème pour donc ces cadres. C'est donc, Thiam devient réellement maintenant, eux, leur problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Thiam est habitué à compétir. C'est haut niveau, hein. Ce n'est pas vos petits manchins, là. Quand vous voyez comme une institution comme Crédit Suisse qui fait partie dans le temps des plus grandes banques au monde, parmi tous les Chinois intelligents, parmi tous les Japonais intelligents, parmi tous les Coréens intelligents, parmi tous les Suisses intelligents, parmi tous les Français intelligents, parmi tous les Anglais intelligents, parmi tous les Américains intelligents, parmi tous les Européens intelligents, décidé d'aller prendre un noir, Tidiam Thiam, pour le mettre à la tête des Crédits Suisses, qui embauchait près donc de 60 000 personnes dans le monde et qui avait donc un budget largement au-dessus même donc du PNB de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas n'importe qui. Oui, ce n'est pas n'importe qui. Nous qui travaillons donc en Europe, on sait ce qui se passe. Vous comprenez? Oui. Alors donc Thiam, qui est habitué à compétir au haut niveau, un monsieur incorruptible, qui veut réellement apporter cela à la Côte d'Ivoire. Thiam ne va pas rentrer dans les combines. Donc, du coup, Thiam devient leur ennemi. Pourquoi? Je vais vous expliquer, cher ami. Thiam n'est ni corruptible ici, cher ami, ni hésitant, ni prêt donc aux arrangements donc des circonstances. Souvenez-vous, à un moment donné, quand Thiam avait dit que je ne mets pas donc c'est pas dans mon pantalon, c'est tout de même la classe, même au PDCI, et les cadres qui sont venus le voir et dire ah, parfois il faut accepter de mettre des petits serpents quand même. Ici, notre politique là, c'est ça, de temps en temps on met des serpents. Thiam a hésité jusqu'à, il a mis au moins quelques serpents dans son pantalon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces serpents-là ont failli quand même le dévorer à un moment donné, ou bien ces serpents l'ont lâché pour aller de l'autre côté. Vous comprenez? Donc il avait un peu raison. Alors, qu'est-ce que ces cadres-là font? Alors que font-ils aujourd'hui? Puisqu'ils sont en face de quelqu'un qui ne veut pas du tout rentrer dans leur combine. Dès lors, ils activent donc les réseaux internes au PDCI et RDA. Ils tentent donc de créer donc un rapport de force artificielle. Ils souffrent donc sur donc les braises de l'ambiguïté. Vous comprenez? Certains responsables semblent même téléguidés par donc leur mentor tapis dans l'ombre. Parce qu'au PDCI et dans de tout grands partis politiques, les gens ont leurs mentors. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous prenez, je vais prendre un exemple, qui son nom peut venir en tête aujourd'hui. Prenons le cas de Jacques Owo. Jacques Owo est au PDCI-RDA, mais son mentor, c'est qui? Akossi Benjo. Vous comprenez? C'est-à-dire, Owo, il peut prendre toutes les décisions, mais parfois, il consulte son mentor qui est Akossi Benjo. Donc, si dans ce cas de figure, Akossi Benjo est fâché contre Thiam, du coup, vous faites pas attention, et Owo sera aussi fâché contre Thiam. Voilà un peu comment le parti politique généralement fonctionne. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, c'est un exemple que j'ai pris. Voilà, voilà. Ou bien je vais pour... Voilà, c'est un exemple que j'ai pris. Voilà comment ça se passe. Donc ces cadres-là, je ne dis pas que Jacques Owo est dedans, hein, bon, c'est un exemple que j'ai pris. Donc ces cadres aujourd'hui, hein, ces mentors téléguident leur poulain à l'intérieur donc, du PDCI-RDA pour faire donc avancer les choses. Mais jusqu'à quand? Il faut avancer. Pourquoi, cher ami? Mais c'est tellement simple. Ils sont donc dans une situation où ils se disent, nous avons pratiquement perdu, même si nous n'avons pas perdu pendant 5 ans, nous risquons d'être en difficulté. Face à un RHTP qui ne connaît ni, comprenez, hein, ni démocratie, ni application donc au sens stricto sensu des principes élémentaires de la démocratie. Ils violent pratiquement tout ce qu'il faut violer, pourvu qu'il arrive au pouvoir. La fin justifie les moyens pour eux. Ils feront tout. Vous comprenez?
Donc, dans la situation dans laquelle nous se trouvons au PDCI-EDA, ça devient donc un face-à-face final. Un face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui, le clivage est net. Est net, vous allez comprendre. D'un côté, les militants et sympathisants de conviction comme Eugénie, comme Éléonore, comme Sabine, vous comprenez, hein. Ces militants de conviction ont décidé, vous comprenez, de conviction et décidé donc à affirmer donc leur indépendance du PDCI-RDA. Ces militants sont solidement aussi attachés à Tidiam Thiam, vous comprenez? Donc voilà, d'un côté, ces militants de conviction sont attachés à Tidiam Thiam. Ils disent, tout ce que vous allez faire là, nous ne sommes pas dedans, battez-vous là-bas. Mais dès l'instant que le nom de Tidiam Thiam sort, vous avez des difficultés avec eux. Nous avons mis Tidiam Thiam là, nous comprenons pourquoi il est en exil, nous comprenons pourquoi il ne rentre pas maintenant. Vous, au cadre là-bas, vous avez des difficultés, vous voulez que Thiam rentre. Ou bien il y a certains, puisque au moment où Henri Fouboigny payait donc leur loyer, Henri Konan Bédié payait leur loyer, et Tidiam doit payer leur loyer. Si Tidiam ne paye pas leur loyer, automatiquement Tidiam devient l'ennemi. Il y a certains qui sont endettés. Henri Konan Bédié payait leurs dettes. Thiam est arrivé, Thiam doit payer leurs dettes. Si Thiam ne paye pas leurs dettes, ils sont aussi fâchés contre Thiam. Il y a des gens qui sont malades. Henri Konan Bédié les aidait donc à se faire soigner. Thiam est arrivé, si Thiam ne les aide pas à aller se faire soigner, il devient donc leur ennemi. Voilà comment le parti fonctionne aujourd'hui. Donc, à cette allure-là, ce sont donc des ennemis que Thiam est en train de se créer un peu partout. Pourquoi? Parce que les gens sont attachés à des vieilles habitudes et n'ont pas envie de s'en débarrasser. Comme si Thiam avait déjà géré un pays, la Côte d'Ivoire, il avait volé l'argent du pays, comme beaucoup de personnes l'ont fait. Vous comprenez? Donc, voilà les quelques difficultés. D'un côté, donc, un Thiam, où les militants sont solidement attachés autour donc, de ces idéaux. Et de l'autre côté, cher ami, hein, des cadres, je parle de tous les cadres, des cadres calculateurs, tentés donc par donc, la concession, vous comprenez, l'attentisme, ou donc oui, mais j'allais dire l'anticipation, voilà, l'anticipation d'arrangement. Vous comprenez? Donc, vous voyez, dans cette situation, on se trouve avec deux visions, deux chemins, mais un choix historique ici. D'un côté, les militants qui sont solidement attachés autour donc des Thiam, qui veulent que leur parti reste le PDCI-RDA, un parti réellement indépendant qui défend les idéaux des pères fondateurs. Et de l'autre côté, c'est un cadre qui dit, tiens, nous avons perdu, agitons le drapeau blanc pour faire des concessions, pour que nous puissions donc retrouver donc nos avis, nos mécanismes, nos affaires, vous comprenez, pour au moins un certain temps. Donc voilà les difficultés, la difficulté dans laquelle Thiam se trouve. Du coup, il devient un peu donc l'ennemi de tout le monde sans pour autant avoir fait quelque chose. Vous comprenez la situation dans laquelle, ah oui, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir faire quoi? Comme on le dit en Côte d'Ivoire, vous êtes baba ou bien quoi? On a posé la question à M. Ouattara quand il est en exil, pourquoi il ne rentre pas? M. Ouattara a dit quoi? Il dit, je veux bien rentrer, mais je ne suis pas assez stupide pour aller me mettre dans la gueule du loup. Donc vous voyez, c'est Thiam qui est stupide qui doit aller se mettre dans la gueule du loup. Ah oui, il n'a qu'à rentrer. Rien, il n'aura rien. C'est ce qu'on a dit à Brédoumi, non? Brédoumi est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Un député couvert par l'immunité parlementaire. On l'a attrapé, on l'a mis en prison donc de force. Qui a parlé? Ceux qui disent à Thiam de rentrer là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé? Brédoumi, à un moment donné, on me disait qu'il avait fait un peu de concession en demandant un peu pardon. Je ne sais pas s'il a demandé pardon, présenté des excuses. Peut-être qu'il a fait avant qu'il ne puisse sortir. Pendant ce temps, vous étiez où? Si Thiam rentre aujourd'hui, là, on l'arrête, on le met en prison, là, vous allez faire quoi? Ou on va mettre deux petits des eaux sales là qui vont certainement l'intimer. D'après Charles Blé Goudé, je suis là-bas, on me dit souris, et puis je souris. Prends une photo, et puis je prends une photo. Prends la Bible, je prends la Bible. Touche ça, je touche. Voilà. Donc c'est ce que vous voulez avoir, un Thiam où deux petits des eaux vont l'humilier, comme on a vu à fin de sang pomper là. Oui, oui. C'est ce que vous voulez là. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce qu'on a fait ça avec M. Ouattara? Oh, M. Ouattara était en exil pendant 4 fois là. Est-ce qu'on a demandé à M. Ouattara de rentrer? Avant de rentrer, il y avait eu donc des concessions. Avant de rentrer, il y avait eu donc des négociations. Mais pourquoi ce qui est bon pour M. Ouattara n'est pas bon pour Thiam? Pourquoi vous voulez qu'il rentre? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Il n'a qu'à rentrer pour faire quoi? Pour montrer qu'il est courageux?
On peut être courageux devant la Kalachnikov. Quand vous avez en face de vous, même votre enfant de 5 ans, vous vous trompez, votre arme qui est à la maison, il prend ça et puis brandit sur vous. Là. Est-ce que vous êtes garçon? Vous allez demander pardon, 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 s'il te plaît. Mais ça coûte, pardon, pardon, ne touche pas. Pardon, pardon. Non, non, n'appuie pas, pardon. Voilà. Ce jour-là, vous devenez tout petit. Comme on le dit, vous devenez kakaba devant lui. Mais c'est ça. Il arrive là, à l'aéroport, là, 3 petits dozos l'attrapent là, et puis on essaie de le mettre dans une chambre là-bas, seul avec les 3 dozos. C'est quel courage, ça. Vous comprenez, même Rombo, on l'attrape, on va le mettre dans un coin, vous avez 4 petits dozos. Vous pensez que Rombo, dans la situation là, sera le Rombo? Tant qu'il ne réussit pas à désarmer les robots là, il sera Rombo? Ah, mais non! Mais non! Ah, mais si on lui demandait même, c'est tellement, il faut faire ceci, il faut prier Allah Akbar. Il va prier Allah Akbar. Voilà. Si on lui demande seulement de dire, ah oui, je suis l'homme le plus, le dozo, Thiabo. Ah oui. Il est obligé de dire dozo, Thiabo, tu ne beau pas, le gars, il te gifle, tu peux manger, il va te manger. C'est ce que vous voulez là? Que l'on va venir intimider Thiam? C'est ça? It's exactly what you want? Non. Thiam ne va pas rentrer les dieux gentlemen maintenant. Vous comprenez? Il n'y a pas d'urgence. Le PDCI-EDA est un parti organisé. Il y a donc des vice-présidents, il y a des membres du bureau politique, il y a des grands conseillers, il y a tout ça. Que les gens s'organisent. Que le secrétaire exécutif en absence donc du PDCI-EDA prenne ses responsabilités, organise, coordonne. Comprenez, hein? Fasse tourner la machine, fasse la pression pour que les fonds alloués au PDCI-EDA soient donc dégagés. Ils doivent se battre. Mais Thiam seul ne peut pas se battre. Vous vous imaginez un peu donc l'humiliation que Thiam peut avoir. J'étais donc à la remise donc, du prix Bush-Thatcher avec le discours que je vous ai fait écouter donc la dernière fois, où le monde entier était au pied donc, de Thiam pour lui dire ce monsieur, il peut aider donc l'Afrique, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas là. Son parti politique se bat. Et puis c'est même là, après là-bas, que dans son parti politique, là, les gens sont en train de se battre pour dire Thiam ne peut pas faire l'affaire. Vous pensez que ce combat-là peut aboutir? Ils vont dire, mais tiens, voilà quelqu'un, on pense qu'il peut peut-être aider, qui sont partis derrière lui, mais en réalité, son parti ne le supporte pas. Le blanc, il est réaliste. C'est l'image que vous êtes en train de projeter au monde entier, alors que le combat, là, ne se fait plus à Abidjan. À Abidjan, Ouattara est le roi. Il est le tout-puissant. Le combat, maintenant, comme le disait le ministre Niamey Yao, hein, le championnat ivoirien ne se joue pas seulement au Félicia. Maintenant, au Félicia, c'est donc l'équipe du RDR devenir RHP qui gagne tous les matchs là-bas avec l'arbitre, tout ça. Hein. Quand vous allez directement sur le terrain, eux, ils sont 15. Mais vous êtes 11. Et l'arbitre dit c'est normal, c'est la nouvelle loi. Et l'arbitre dit oui, je suis RHGB, c'est moi qui dirige le match. Voilà, vous devez accepter. Voilà. Et à un moment donné, l'arbitre dit même, maintenant, vous ne devez même plus avoir un gardien de but. Oui, c'est le RHGB qui dicte sa loi. Maintenant, pour vous, pour faire fléchir le RHTP, vous ne pouvez pas certainement rester à Abidjan. Comme on le dit, on ne reste pas dans les maniants pour enlever les maniants. C'est donc à l'extérieur que vous pouvez faire la pression sur Abidjan, comme Ouattara l'a fait au moment où il était à l'extérieur, où il a activé tout son réseau pour salir au maximum la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo. Lui, il a la chance que Thiam ne le salit pas, vous comprenez? Mais Thiam explique au monde entier ce qui se passe à Abidjan. Vous imaginez, remise du prix Thatcher Bush, j'ai vu les anciens premiers ministres, les anciens présidents donc, du monde entier, hein, Australie, Grande-Bretagne, Allemagne, tous ces grands pays-là étaient là, des anciens premiers ministres et des anciens ministres, des anciens présidents. Qui apportent leur soutien à Thiam, qui se lèvent, standing ovation pendant au moins 2 minutes. Et vous êtes assis à Abidjan, vous allez forcément contester le leadership du Thiam sans, alors qu'il n'a même pas encore contesté, alors qu'il n'a même pas encore réellement apporté donc son leadership. Et demain, qu'est-ce que les gens là vont dire? Ah oui, mais réellement, nous sommes en train de supporter le gars, mais en réalité, hein, son parti politique ne veut pas de lui. This is what's going on here. Alors, en conclusion, ladies and gentlemen, par rapport à ce premier segment, le président Fauboyi disait, oui, la politique est donc la saine appréciation donc, des réalités du moment, bonnes ou mauvaises, quelles que soient, bonnes ou mauvaises.
La réalité aujourd'hui, les gentlemen, appelle donc à un militant donc de conviction. Et quand on parle de conviction, on parle donc de la lucidité, la responsabilité, être courageux. Comprenez? Vous, les cadres, vous ne pouvez plus être courageux parce que vous êtes tellement impliqués dans beaucoup de choses, vous avez tellement d'affaires, vous comprenez, hein, et parfois on vous comprend. Faites quelques calculs, quelques sacrifices, mais de grâce, ne venez pas chercher donc à enlever Thiam ou bien mettre Thiam en difficulté. Vous le faites, la base ne vous laissera pas. Et là, comprenez? Vos calculs à court terme, là, la base n'accepte pas ça parce que la base voit les choses à moyen et à long terme. La base se dit, celui qui peut nous permettre d'arriver au pouvoir, c'est Thiam. Ils ont regardé au PDCI, il n'y a rien en face. Aucun, aujourd'hui, au PDCI, là, ne peut faire tomber Thiam, ne peut faire tomber Ouattara. Celui qui a des chances, c'était donc Thiam. Vous comprenez? Et la base, c'est ça. Donc, vos teke vous êtes en train de faire pratiquement là, sur le terrain là, en haut, ça souffle fort. Ça souffle fort, vous comprenez? Je ne sais pas si si en tant qu'Ivoirien, on vous a déjà raconté au moins cette petite blague, hein. Alors, ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas encore cette blague, c'était Match à Sec Africa. Match à Sec Africa. Bon, vous êtes ceux qui sont pratiquement jeunes. Nous, Match à Sec Africa, le match il commence à 16 h. Nous, on était au terrain à partir de 9 h. À 11 h, 12 h, le terrain était bourré. Oh, ah, mais, oh, le terrain est bourré à chaud comme ça. Donc, il y avait un jeune militant donc, du PDCI-RDA qui était assis à côté d'un costaud gars donc, de l'Africa Sport. Et les gens se sont dit, bon, on va parier ici. Le petit l'a dit, on va vous taper ici. Le gars de l'Africa dit, non, vous ne pouvez pas. Il dit, moi, dans ces conditions, on parie. Chaque fois qu'il y a un but, quand l'Africa marque, tu me gifles. Quand la SEC marque, je te gifle. Il dit, oui, oui, oui. Donc, on commence à jouer. Pam, 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 oh, oh, oh. Et la SEC marque un but. Boum! Le jeune a giflé le costaud donc, de l'Africa Sport. Il a avalé sans salive 2 fois. Et depuis là, il attend l'égalisation. Il attend l'égalisation. Il n'y a pas d'égalisation. À la mi-temps, il descend sur le terrain et il allait voir donc les joueurs de l'Africa. Il dit, hey, Calé, Nyaouré, vos ballons, vous êtes en train de jouer teke là. Si en bas, ça ne sauve pas, en haut, ça souffle fort. Ça souffle fort. Vous comprenez, c'était une petite blague, hein? Donc voilà un peu donc la situation, ladies and gentlemen. On ne peut pas forcément vouloir à 100% aux militants qui sont en difficulté, vous comprenez, et qui ont besoin donc d'activer le drapeau blanc pour que les choses reviennent à la normale. De l'autre côté, on ne peut pas vouloir donc aux militants qui disent nous avons notre idéal, on défend notre idéal. Vous comprenez? Car sans la conviction, il n'y a ni combat ni dignité. Vous comprenez? Merci beaucoup, M. Kwame. Oui, il dit sans conviction, il n'y a ni combat ni dignité. Vous comprenez? Vous, vous êtes là. Vous comprenez? Il n'y a ni donc avenir politique. Vous, vous êtes là. Vous avez des difficultés. On comprend vos difficultés. Mais n'entraînez pas tout le parti dans vos difficultés. Même si vous avez eu ces difficultés à cause du PDCI-RDA. Mais vous n'étiez pas obligé d'accepter ce poste. Quand vous acceptez un poste, il y a des avantages et des inconvénients. Vous comprenez? Si vous avez profité donc des avantages, s'il y a des inconvénients aujourd'hui, c'est à vous de tirer donc la leçon. Mais ne demande pas au PDCI-RDA, permettez-moi l'expression, d'abaisser la culotte parce que vous avez des difficultés et vous voulez que le RDA devienne RHP contrôle le PDCI-RDA pour que vous puissiez trouver une solution à vos difficultés. Voilà un peu, si vous voulez, chers amis, hein, la réalité donc, du terrain, le problème que nous avons, le face-à-face entre Tidiam Thiam et les militants d'un côté, et c'est un cadre de PDCI-RDA de l'autre côté, en difficulté, vous comprenez, qui ont besoin qui ont besoin donc d'un calme, vous comprenez, hein, ils ont besoin donc d'un calme pour espérer euh, voilà, espérer trouver donc une solution donc à leur problème. Donc, cher ami, voilà un peu donc une partie donc de notre émission. Je crois qu'on avait deux autres